Promulgué par le chef de l'État en mars 2020, c'était l'état d'urgence sanitaire qui a amené à plusieurs restrictions des faits et gestes de la population. Mais c'est quoi l'état d'urgence? Nous allons essayer d'y répondre dans cette émission. Mais avant tout, je vous propose de suivre les réactions de la population sur ce concept. État d'urgence na bosolo ndenge toyebi bosolo ya mboka na balokota ya français soki na mboka wana kimia esika moko ezali te to mwa nkokoso ezali ke non l'état to bakambi bazokoka ko sala na nyonso mpona ezala na kimia te nde basalaka état d'urgence de façon ke bayeba ndenge ya kogere na bao batindaki na bao baye na bao basala mosala ngo badekretaka état d'urgence to état de siège yango wana peut-être état d'urgence sanitaire na lopoto na to na lingala boye lokola lelo na mokili ya lelo tozo vivre réalité ya covid ndenge bato mususu kuna na ba France baza na corona ndenge pe kotaki na Congo ya corona mbo bakambi ya mboka ekolo pona balengi la population faut ba décréter état d'urgence sanitaire parce que muto na moto e bakomilengila kashine sokola maboko sala boye boye pona yango nde na lokoto ya solo balobaka état d'urgence sanitaire parce que monde peut-être tous a faire face na ba pandémie Congo toza déjà na Ebola na biso et puis corona et baksami pona kolenge la population malamu yango wana esengeli ba décréter état d'urgence sanitaire yango wana pena na vrai lokota ndenga na yebi na mwa muke na tanga malgré na lobaba français ezate toza na kisasa. Vous venez de suivre les réactions de la population sur ce que c'est que l'état d'urgence. Je vous propose à présent de suivre le député honoraire Pascal Machimba sur cette question. Suivez. L'état d'urgence, madame, est une mesure qui est prise par le gouvernement lorsque la sécurité de l'État, lorsque la vie d'une nation est menacée, vraiment menacée, lorsque le fonctionnement, la vie de toute une nation est en péril, là, on prend une mesure dite d'urgence. Et c'est ce qu'on appelle la mesure d'urgence. Ouais, conformément à la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, à son article 85, l'état d'urgence est proclamé par le président de la République. Après concertation avec le Premier ministre et le président de 2 chambres du Parlement. Et le président en informe la nation par un message. Et il faut aussi vous dire que l'état d'urgence est mis en application à travers une loi. Donc, c'est le président de la République pour dire qui est donc qualifié pour décréter l'état d'urgence. L'état d'urgence, d'abord, on vous dit que la vie de toute une nation est en péril. C'est quand la vie d'une nation est en péril. Quand il y a des circonstances graves, par exemple la guerre, par exemple une maladie comme nous avons connu, la pandémie de Covid, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle qui menace vraiment la vie d'une nation, on restreint certaines mesures, certaines libertés, généralement qui sont démocratiques. Par exemple, liberté d'expression. En temps de guerre, lorsqu'il s'agit de l'état d'urgence, madame, que vous soyez journaliste, on ne peut pas vous permettre de dire n'importe quoi. Donc toutes les mesures, bien sûr démocratiques, mais qui empêchent de bien lutter contre cet état de péril dans lequel la nation se trouve, ces mesures-là sont restreintes. Elles ne sont pas restreintes pour faire mal aux citoyens, mais pour pouvoir faire face à l'état d'urgence, au péril qui menace la nation. Voilà pourquoi
on peut vous interdire de vous déplacer, on peut vous interdire de certaines libertés que vous aimez, vous exprimer n'importe comment. Donc on doit restreindre un peu toutes ces mesures-là. Mais en état d'urgence, on ne peut pas restreindre le droit à la vie d'un citoyen. Non. Il y a des libertés qu'on ne peut pas restreindre. Mais il y en a d'autres qui empêchent que l'on puisse faire face normalement à cet état de péril. Tous ces genres de libertés sont restreintes. On ne les restreint pas pour les restreindre, mais on restreint des libertés qui, en fait, gênent la lutte qu'on mène contre cet état de péril de la nation. Le président clairvoyant ne pouvait que prendre les mesures fortes pour protéger la nation congolaise contre la pandémie. Les échos, les informations qui venaient du monde entier, le nombre de morts en Europe, en Amérique, ne pouvaient pas laisser le président de la République indifférent. Voilà pourquoi il avait décrété l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la pandémie. La première mesure qui a été prise, la première mesure d'état d'urgence, le confinement de la ville de Kinshasa. C'était très utile parce que au niveau des autorités sanitaires congolaises, tout le monde s'est recherché pour pouvoir maîtriser la pandémie. Et pendant ce temps qu'on s'est recherché pour maîtriser la pandémie, le président avait pris la première mesure que les gens peut-être n'avaient pas d'abord bien comprise au départ, le confinement. Mais après, lorsque on a compris ce que c'est la pandémie, nos services sanitaires maîtrisaient la pandémie, par la suite, les mesures ont été un tout petit peu allégées. Allégées parce que la population arrivait quand même à vivre avec cette maladie-là. Donc pour moi, la mesure qui a été prise par le chef de l'État était une réussite totale pour lutter contre la Covid-19. Oui, la loi Tchani, c'est une loi qui vise à protéger la première institution de la République qui est la présidence. Cette loi, elle est bonne et fondamentale pour notre nation. Malheureusement, c'est une loi qui est impersonnelle, mais que les gens ont essayé d'attacher, indexer, attacher à tel ou tel autre dirigeant. Parce qu'il faut le dire. Si l'un de nos compatriotes n'était pas éligible à la loi Tchani, je crois qu'il ne se poserait pas de problème. Il ne se poserait pas de problème s'agissant particulièrement de notre président Moïse Katumbi. Il s'est posé de problème à partir du moment qu'on a estimé que le critère le frappait. Mais si le critère ne le frappait pas, c'est une loi que tout le monde allait accepter. Alors, pour moi, la loi Tchani, malheureusement qu'elle est tombée dans un contexte politique où les uns et les autres s'estiment être visés par cette loi. Mais au-delà de tout ça, cette loi doit devoir être votée au moment opportun, ça veut dire dans les circonstances qui ne vont pas nous amener dans les conflits, peut-être prochainement, peut-être dans les mandats qui viennent, les mandats prochains,
après peut-être 2023, c'est mon point de vue, à ce moment-là, on n'aura pas à prétexter parce que le camp qui pense que cette loi vise à écarter Moïse Katumbi, ce qu'on pense par rapport aux élections de 2023. Mais après ces élections de 2023, vous vous rendrez compte, madame, que si cette question est remise sur la table de l'Assemblée nationale, il ne se posera pas de problème parce que tout le monde est conscient et voudrait protéger l'institution président de la République. Madame, je suis d'abord ancien journaliste. Lorsque j'ai quitté la presse, je me suis dit je vais servir mon peuple à l'Assemblée nationale. Effectivement, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, lui dans la circonscription électorale de Dimbélengue, j'ai réalisé beaucoup à l'actif pour le bien de ce peuple. À Dimbélengue, il n'y avait pas la télécommunication. Grâce à mes efforts, j'ai désenclavé le territoire de Dimbélengue avec le réseau Vodacom. Grâce à mes efforts, il y a eu création d'une sous-division de l'EPST à Lukibo. J'ai construit le bureau du secteur, j'ai construit des petits ponts, les hôpitaux, ils ont l'aide à la population dans le cadre sanitaire. J'ai apporté ma contribution pour pouvoir aider les enseignants. Comme chez moi, il n'y avait pas les inspecteurs de la territoriale, pas d'inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire. Grâce à mes efforts, j'ai exhorté les jeunes à pouvoir affronter ces réalités. Aujourd'hui, on compte beaucoup d'inspecteurs, que ce soit à l'EPST, que ce soit dans l'enseignement. La tracasserie et tout ce dont la population souffrait, je suis intervenu plusieurs fois pour aider la population de Dimbélengue sur ma base électorale qui garde jusqu'au jour d'aujourd'hui de très bons souvenirs de mon mandat. Vraiment un mandat très positif. Et si aujourd'hui je me retrouve en dehors du Parlement, ce n'est pas parce que j'avais échoué, madame, c'est parce que tout simplement, vous savez, que jamais notre pays n'a connu les élections les plus sordides, les élections les plus diaboliques comme nous les avons connues de 2018, où l'FCC a dressé une liste en écartant sans cœur, sans humanisme, les gens qui ont travaillé, les gens qui ont été élus. Il y a eu des désignations, il y a eu des nominations. Et comme vous le savez, les premières élections à être contestées, très massivement contestées, c'était les élections de 2018 qui ont causé beaucoup de torts aux gens. Mais, que voulez-vous, l'essentiel, c'est que la nation avance. Le budget, je voudrais d'abord que ce budget soit un budget social. Un budget qui pense en premier lieu aux conditions sociales des travailleurs. Un budget qui devrait améliorer le social de la population. Par exemple, au niveau de l'administration, qu'on essaye d'améliorer le salaire des agents, parce que c'est tous les jours qu'il y a des protestations, des manifestations, les médecins, les infirmiers, les fonctionnaires, les enseignants, tout le monde réclame un bon salaire. Donc, avant peut-être d'investir beaucoup dans les projets d'intérêt communautaire, il faut d'abord
investir dans le premier projet qui est l'homme lui-même. Améliorons d'abord le salaire pour donner du repas qu'il faut aux travailleurs congolais, aux fonctionnaires congolais. Donnons les soins qu'il faut et tout cela à travers un bon salaire. Un salaire payé à tout le monde. Voilà ce que moi je peux souhaiter dans un premier temps. Que ce budget soit d'abord un budget purement social. Je voudrais dire que le député national congolais est le plus malheureux, je dirais, du monde. Parce qu'on estime que le député national est bien payé. Non, il n'est pas bien payé. Bien payé, ça veut dire qu'il a un salaire pour lui et sa famille. Or, ce n'est pas le cas. Dans tous les pays du monde, la mission du député, c'est intercéder pour la population auprès du gouvernement. Mais le cas de la République démocratique du Congo, de toutes ces années, le député est celui qui remplace l'État dans la réalisation des projets en faveur de la population, et cela avec son salaire. Les émoluments du député national n'aident même pas ce député à nantir sa famille, mais ce sont des émoluments pour nourrir tout un peuple. Le député est celui qui doit répondre à toutes les questions, les souffrances de la population. Il est devenu ministre des Affaires sociales pour résoudre tous les cas sociaux de la population. Le ministre de l'Éducation parce qu'il doit construire les écoles, il doit donner les tôles, il doit s'occuper des routes, il doit s'occuper des hôpitaux, il s'occupe de tout avec ce qu'on pense lui donner comme salaire qui ne suffit pas. Pourquoi il le fait? Parce que déjà, la mentalité dans notre pays est que pour être réélu, le député n'a pas simplement à présenter les projets à la population, non. La population, notre population n'attend pas du député des projets de développement, mais par contre, la population attend du député de l'argent, du député des financements de leurs projets, des actions qui demandent de l'argent. Mais tout ça, le député doit l'avoir où de l'argent? C'est seulement de ces petits émoluments. Les gens pensent que le député est le plus heureux, mais regardez après les élections. Je vous dis, 95% des députés qui ne sont pas reconduits sont malheureux et plus pauvres. Pourquoi? Parce que de tout le temps, c'est la population qui a saigné ces députés. En demandant chaque jour une assistance financière à gauche, à droite. Donc le député est l'homme le plus malheureux. Ce qu'on lui donne, il ne l'a jamais mis à son propre profit. Par contre, c'est de l'argent qu'il dépense tous les jours pour la population. Et on croit qu'il est mieux payé, il ne l'est pas. Si vous voulez qu'il soit mieux payé, que le gouvernement fasse comme on fait dans d'autres pays. Ça veut dire quand le député va intercéder pour la population pour une action et le gouvernement descend sur le terrain, il le fait. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Quand vous êtes un député, vous allez dire au ministre, voilà, chez moi, il faut construire un pont. Vous attendrez jusqu'à la fin de votre mandat, le gouvernement n'ira jamais construire ce pont-là. Alors il faut le faire soi-même avec ses propres moyens. Voilà pourquoi les députés sont dépouillés tous les jours par la population. Et c'est grâce à ces députés que l'État s'est fait sentir dans nos villages. Sinon, on n'aurait jamais senti la présence de l'État. L'argent des députés, c'est cet argent que la nation récupère directement. Les gens qui pensent que les députés est trop payé, ils se trompent. Ce que reçoit le député, c'est juste pour servir la nation, servir la population, servir la base. Parce que la philosophie dans notre pays, un député qui cherche à être réélu,
il doit à la population tout. C'est lui qui doit réaliser tout le projet de la population avec sa propre poche. C'est comme ça que quand il reçoit ces émoluments, au lieu qu'il les mette au profit de sa famille, ces émoluments sont toujours déversés dans sa base. Tous les problèmes de la base sont sur les épaules du député. Quand la base n'a pas d'école, c'est le député qui doit construire. Quand il y a des problèmes de route, c'est lui. Quand il y a des problèmes de maternité des femmes, assistance, les cas de deuil, intervenir pour tel ou tel autre problème, c'est toujours de la poche du député. Donc, si le député ne l'a pas fait, il ne peut pas s'attendre à être reconduit prochainement. Voilà pourquoi les députés se dépouillent de tout ce qu'on leur donne pour pouvoir bénéficier de la confiance de la population. Pour la population, un bon député, c'est celui qui leur donne de l'argent, c'est celui qui fait tout avec sa propre poche. Pourtant, dans les nations du monde, le député intervient auprès du gouvernement pour que le gouvernement, avec ses moyens, réalise des projets en faveur de la population. Or, le cas de la République démocratique du Congo, lorsqu'un député va voir un ministre pour un projet, par exemple d'un pont, un projet d'une construction d'un hôpital ou de quoi que ce soit, en tout cas, il attendra longtemps, jusque même à la fin de son mandat, sans jamais que le gouvernement le fasse. Alors, pour ne pas perdre la confiance de la population, c'est comme ça que les députés utilisent ce qu'on leur paye comme émolument pour réaliser tout ce que la population lui exige. Voilà pourquoi le député congolais est le plus malheureux. Et vous allez constater qu'à la fin de chaque mandat, les députés qui ne sont pas reconduits restent les plus pauvres et les plus malheureux parce que tout le long de leur mandat, tout ce qu'ils avaient, ils les avaient dépensé pour construire, pour entretenir la population, mais qu'au finish, ils sont payés en monnaie de singe. Mon message fort, c'est que la nation congolaise, pour faire face à toutes les souffrances que nous avons connues, pour améliorer notre social, pour pouvoir vivre un Congo meilleur demain, j'invite toute la population à soutenir les efforts du chef de l'État, qui s'est montré vraiment engagé pour lutter contre les antivaleurs. Le travail qui est réalisé par l'IGF a existé de tous les temps. Et si aujourd'hui l'IGF réalise ce travail contre les détourneurs, c'est la volonté du chef de l'État. J'étais dans certains cabinets où les ministres n'osent plus toucher à l'argent de l'État pour ne pas aller à Makala. C'est déjà un bon pas. Donc, soutenons les efforts du président de la République et je crois que demain, nous aurons un Congo où il fera beau vivre. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de votre fidélité, de votre sympathique attention à ce programme. Je dis merci à l'Hôtel Vénus ainsi qu'à tous les partenaires et à toutes les chaînes partenaires. Nous nous retrouvons très prochainement sur les mêmes antennes avec le même plaisir. Au revoir.